27 minutes d'allocution présidentielle d'Emmanuel Macron, la 9e depuis le début de la pandémie de coronavirus. La 5e vague a commencé en Europe, a indiqué d'emblée le chef de l'État qui précise que le taux d'incidence pour la France est en hausse de 40% en une semaine. On l'a d'ailleurs mesuré ces dernières 24 heures. Le nombre de nouveaux cas de coronavirus s'établit à 12 476. Là aussi, une nette hausse. Le chef de l'État qui en appelle à la responsabilité et la solidarité, notamment à destination de ces 6 millions de Français en situation d'être vaccinés, mais qui n'ont toujours reçu aucune dose de vaccin, alors même que la France est l'un des pays leaders dans le monde, avec 89% des Français éligibles qui sont désormais vaccinés. Le chef de l'État qui appelle à accélérer la campagne de rappel vaccinal, notamment pour les seniors, puisqu'à partir du 15 décembre, les plus de 65 ans devront justifier du rappel vaccinal, c'est-à-dire de la 3e dose, pour pouvoir conserver la validité de leur passe sanitaire. Une campagne incitera également la génération du dessous, les 50-64 ans, également à procéder à ce rappel vaccinal. Et puis pour le reste, le chef de l'État se livre à un plaidoyer pro domo sur son bilan économique, en rappelant notamment les bénéfices du quoi qu'il en coûte, avec ce plan de 100 milliards d'euros à destination de la relance, ou encore les prêts garantis par l'État qui seront prolongés jusqu'en juin 2015. Il pose également les jalons des réformes à venir, notamment celle de l'assurance chômage qui, à partir du 1er décembre, imposera d'avoir travaillé au moins 6 mois les 2 dernières années pour être indemnisé, ou encore la réforme des retraites qu'il n'a pas abandonnée, même s'il la renvoie à 2022. Travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal, cela reste l'objectif fixé par le chef de l'État. On va tout de suite revenir sur cette allocution. On va plus loin. Et on va plus loin avec aujourd'hui à mes côtés Roselyne Febvre de la rédaction de France 24, chef du service politique, qui a suivi avec attention, évidemment, Roselyne, cette allocution du chef de l'État. Face à vous, Ziad Limam d'Afrique Magazine, le mensuel Afrique Magazine, dont le numéro de novembre titre précisément sur la France. Bienvenue en France à 5 mois de l'élection présidentielle, Ziad. Exactement. Une France multiple, celle de Zemmour, celle de Joséphine Baker qui rentre au Panthéon, celle de Mbougar Sarr qui a le prix Goncourt. Donc c'est cette France un petit peu éclatée dont on a essayé de parler dans ce numéro. Et on va voir justement quel est le visage que donne de la France aujourd'hui Emmanuel Macron. On va aussi peut-être comparer avec ce qu'on observe aujourd'hui à l'étranger. Mais d'abord, Roselyne Febvre, au-delà d'un bilan de la situation sanitaire aujourd'hui, on a assisté à quoi? Un discours-programme? Oui, complètement. C'était d'abord se gratter les plumes en disant regardez ce que j'ai fait pour vous, regardez où on en est, regardez... grâce à moi, enfin, évidemment, il ne le dit pas comme ça, il dit « nous avons réussi, nous avons fait cela ensemble », mais c'est une façon, évidemment, et vous l'avez noté tout à fait, c'est de valoriser ce qu'il a, en tout cas, ce qu'il a entrepris, les choix qu'il a faits et les résultats de l'économie. Ça, on ne peut pas lui contester, que le chômage baisse, le taux de croissance et effectivement la reprise économique et le pouvoir d'achat. Et bien sûr, tout ça était déguisé par le Covid, si je puis dire, même si ce n'est pas un sujet qu'il faut traiter par-dessus la jambe. Mais j'ai envie de dire, le Covid a bon dos. Il s'agissait d'annoncer une mesure sur les plus de 65 ans qui devront avoir une 3e dose obligatoire. Mais en fait, c'était le prétexte. Et le prétexte, c'est qu'en vérité, tous les candidats sont aujourd'hui candidats et font campagne, excepté Éric Zemmour. Et d'ailleurs, je trouve intéressante votre une, parce que Maître Zemmour et Joséphine Baker, c'est exactement l'histoire du récit, c'est-à-dire le récit national. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait Emmanuel Macron là? Il a raconté un récit. Le récit d'une France éternelle, le récit de la France qui réussit, de l'universalisme, absolument, de l'esprit de résistance. Ça tombe bien pour De Gaulle aujourd'hui. Colombelle et 2 églises. La France de Zemmour, en gros, c'est Pétain contre Joséphine Baker. Donc c'est 2 récits. Et là, on a bien vu qu'Emmanuel Macron racontait un récit. C'est ce que disait d'ailleurs Mitterrand. Il disait, on est élu si on raconte une histoire et qu'en plus on la raconte bien. Et c'est ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire de raconter cette histoire tout en faisant des annonces, bien évidemment, en ne mettant pas la poussière sous le tapis, sur les retraites, puisqu'il dit en 2022, on ne sait pas quand, mais on a bien compris que ce serait s'il était réélu. Et puis, effectivement, l'assurance chômage, où ce n'est pas une mesure forcément
populaire. Populaire, c'est peut-être même déjà le début de la fin du quoi qu'il en coûte. On va y revenir dans un instant sur ces mesures, justement. Mais déjà, effectivement, à la fois sur le timing, le moment choisi pour cette intervention, Ziad Limam, et sur son contenu, y avait-il urgence pour le chef de l'État à intervenir aujourd'hui de cette manière-là, c'est-à-dire solennelle, et pour aller bien au-delà, finalement, d'un bilan de la situation sanitaire et même d'un état des lieux des mois à venir, simplement sur le plan sanitaire. On le voit, il dresse déjà un tableau de son programme économique. Non, je pense que c'est Roselyne qui l'a dit. Il y a une difficulté à exister en ce moment. Il y a la campagne des primaires à droite, il y a la montée du débat à gauche, il y a les écologistes qui occupent le terrain tous les jours, il y a le zémourisme qui envahit la sphère, il y a le Front National qui est un peu perdu quelque part, mais qui va certainement réapparaître. Donc le président a besoin d'une parole forte, surtout qu'il n'annonce toujours pas qu'il sera candidat, et donc il faut quand même rythmer un tout petit peu ce chemin qui va l'amener à la candidature. Et je pense qu'un des objectifs de ce soir, enfin moi je suis pas un analyste du macronisme à ce point-là, mais je pense quand même qu'en gros le sous-titre général c'est voilà mon bilan, voilà ce que je vais faire, et pour que je fasse ça, c'est clair qu'il me faut 50 plus, enfin tous ces grands projets c'est tout de suite. Donc c'est assez habile, je l'ai trouvé un petit peu excessif dans la solennité. La dramatisation. Pas un sourire pendant 27 minutes, c'est un peu, ça manque un peu de... C'est parce qu'il incite les gens quand même à cette espèce d'enthousiasme, à ce retour sur cette France qui peut reprendre de la force, qui peut s'imposer. Il a utilisé le mot grande puissance quand même, donc c'est pas un petit objectif. Et là, on aurait peut-être aimé un peu de en avant, etc. Et dernière chose, moi, ce qui me frappe, c'est le contraste entre ça et le débat des Républicains d'hier, qui s'est perdu dans les histoires de grands remplacements, d'identité. Ça tournait en rond. Est-ce qu'il faut virer tous les émigrés ou il ne faut pas les virer? Ou est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il faut accepter? Et là, on a un autre regard, toujours prudent, parce qu'on a aussi parlé sécurité. Il y a une phrase quand même sur la débureaucratisation des procédures de sécurité, dont on aimerait bien avoir un peu le contenu pour voir ce que ça veut dire. Voilà. Donc, non, moi, je pense qu'il fait de la politique. Il parle aux Français qui ont quand même pris l'habitude aussi d'être rassurés. Il y a eu quand même beaucoup d'excitation médiatique sur cette remontée du taux d'incidence des cas. Moi, j'entendais aujourd'hui les taxis dans les cafés, ça y est, ils vont fermer, ils vont boucler, on va se retrouver. Donc, je pense qu'il y avait aussi besoin d'un peu de clarification sur les semaines à venir, parce que je pense que là, on fonctionne en semaine de nouveau. De la situation sanitaire. Alors justement, est-ce que la situation sanitaire, Roselyne, elle justifiait cette intervention aujourd'hui, avec ce ton quand même, on l'a perçu, assez grave? Est-ce qu'il est allé suffisamment loin, le chef de l'État, en annonçant finalement le conditionnement du pass sanitaire pour les plus de 65 ans à ce rappel vaccinal? Est-ce qu'il aurait dû aller au-delà pour l'appliquer peut-être aussi aux patients qui sont victimes de comorbidités, peut-être également au personnel soignant? Il s'est gardé de le faire parce qu'il sait que là, socialement, ça peut être difficilement acceptable. Oui, ça fait qu'il y avait un dilemme. Alors, tout ça, vous savez, la politique, on l'habille de plein de choses, de communication. Alors, on fait un conseil de défense pour donner le sentiment qu'on va faire une annonce. On trouve l'annonce. C'est effectivement la peur de cette 5e vague. Donc, dire aux Français, vaccinez-vous, je compte sur votre esprit de responsabilité, etc., etc. Et puis là, on met quelque chose de tangible qui est pour les plus de 65 ans, maintenant vous y allez, on ne discute pas, et c'est conditionné au pass sanitaire. Bon, ça, franchement, le Premier ministre aurait pu s'en charger. En fait, ce qui compte, ce n'est pas ce que Macron a dit ce soir sur la Covid ou sur la crise sanitaire. L'important, c'était effectivement d'exister, c'était comment j'existe, comment je raconte un récit, comment je raconte quelque chose aux Français, alors que tout le monde, effectivement, aujourd'hui, il y avait une émission sur M6 dimanche sur les femmes en politique, alors ambition intime, vous savez, où une présentatrice sur un canapé parle gentiment entre copines à des candidats. Une émission qui a été très critiquée pour la banalisation de Marine Le Pen, en fait, le côté effectivement proche des gens. Hier, effectivement, le débat hier des Républicains, et puis aujourd'hui, ils sont tous allés comme un seul homme toucher le talisman. Aller faire vivre le mythe de Gaulle. Donc Macron, effectivement, dans tout ça, Emmanuel Macron, c'est comment j'existe, comment je raconte mon histoire aux Français, comment je commence à, d'abord, valoriser mon bilan, parce que personne ne va le faire à ma place. Alors ces ministres, mais qui ne sont pas toujours audibles, et surtout, comment je m'installe dans la partie, comment je fais campagne sans dire que je suis
candidat, parce qu'il est trop tôt pour lui, et qu'il a tout intérêt à faire ce qu'on a fait, comme diraient certains, du Netflix, c'est-à-dire on fait des épisodes, on crée, non pas du suspense, mais en tout cas, continuer à dire, voilà comment je vois l'avenir, et vous pouvez compter sur moi. Et à la fin, on emballe tout ça en disant, on est merveilleux, on est une grande puissance, on va y arriver, n'ayez pas peur. Donc on prend le pape, on prend De Gaulle, Jean-Paul II, on prend... voilà, et on vous raconte une histoire. Tout de même, Ziad, on est passé en une semaine de moins de 5000 cas par jour à 12 000 cas de Covid ces dernières 24 heures, taux d'incidence plus 40%. Et quand on voit ce qui se passe chez les voisins, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne, où on s'interroge d'ores et déjà sur un possible reconfinement, est-ce qu'il n'y avait pas nécessité quand même pour Emmanuel Macron à casser un peu cette forme d'insouciance ici en France? Non, on est tous, il l'a dit lui-même, il y a un relâchement général, personne ne contrôle les passes sanitaires. Les seuls, les pauvres, les seuls qui sont le plus contrôlés, c'est les enfants qui vont à l'école et on leur met des masques, on leur enlève les masques, on leur met des masques. Alors là, ils vont garder le masque. Hein, oui, alors qu'il n'y a pas une circulation. La vaccination des enfants, ils s'en est bien gardé. Ouais, donc je pense qu'il y avait un besoin de recaler. Après, on en parlera peut-être un petit peu après. Il y a quand même un mystère sur la dynamique européenne de ce virus. Et puis il y a plusieurs Europes. Il y a l'Europe de l'Est, il y a l'Europe de l'Est-Est avec la Russie, il y a l'Europe de l'Ouest. Dans l'Europe de l'Ouest, il y a des cas totalement mystérieux comme l'Espagne qui sont pour le moment, on croise les doigts pour eux, totalement à l'abri. Nous, on a eu un temps de retard de 15 jours par rapport à ce qui se passe en Allemagne ou en Hollande ou au Danemark aussi. Voilà, le Danemark n'avait pas eu de vague au printemps et là, ils sont dans la cinquième vague. Donc je pense que ce virus, il échappe à des analyses. Tout ce qu'on sait, c'est que quand ça commence à faire ça, on l'a déjà vécu 4 fois, quand ça commence à faire ça, ça monte très fort. C'est le fameux pic, la montée. Je pense aussi qu'il y a moins de stress parce que, d'abord, les vaccins fonctionnent jusqu'à un certain point et que, deux, on ne peut pas dire aux gens « je vous ai forcé à vous vacciner et à faire des passes sanitaires », mais en fait, ça ne marche pas très bien et donc, en gros, on va retourner à la casse-prison. 11 fois moins de chances de se retrouver à l'hôpital ou en soins critiques, dit le chef. Oui, donc on va voir ce qui se passe. Et là, les 12 000, en même temps, il faut faire un peu attention aussi. Je n'ai pas regardé exactement sur quel jour ça joue, mais entre les week-ends, les jours fériés, là, c'est la période où il va y avoir des chiffres qui vont faire les lundis, effectivement. Il va y avoir des chiffres qui vont faire comme ça. Il y a un 11 novembre qui va être férié, donc on va voir comment ça se passe. Disons, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils appellent la semaine glissante. Tu vois, il a parlé de 40% d'augmentation du taux d'incidence. Bon, c'est clair qu'on est dans une vague, mais je n'ai pas senti de sa part, à part de dire je vais serrer la vis sur les contrôles, ça il l'a dit. Je vais obliger les 65 ans et plus qui étaient déjà assez largement en train de le faire. Il paraît qu'aujourd'hui, les rendez-vous ont explosé. Oui, sur Doctolib, prise de rendez-vous. Je pense qu'il a essayé de dire faites attention, mais ce n'est pas le point le plus important de ce que je veux dire aujourd'hui. Oui, parce que franchement, s'il ne voulait parler que de la gravité du Covid, oui, c'est un sujet important puisque la 5e vague commence à faire fantasmer ou à faire peur certains. Vous ne mettez pas dans une même allocution où vous parlez du Covid que vous allez faire des nouveaux EPR, de la réforme des retraites, de la liste des courses. Alors ça nous amène à notre autre thème. Est-ce que c'est déjà la fin du quoi qu'il en coûte ? Parce qu'il a effectivement mis à son bilan, porté à son crédit ce quoi qu'il en coûte, en disant que ce n'était pas complètement terminé, les prêts garantis par l'État notamment. Bon, il y a évidemment ce plan d'investissement massif dans l'économie, mais qui est à l'échelle européenne. Est-ce qu'il n'y a pas déjà quand même, avec en filigrane, d'abord cette réforme de l'assurance chômage qui est bien réelle, elle rentre en activité là, début décembre, et puis cette réforme des retraites, même s'il la repousse, parce qu'on sent bien que ce n'est pas forcément un argument de vente pour une campagne présidentielle, mais enfin, en posant clairement la question de la durée de cotisation à nouveau, et donc de l'âge de départ en retraite, est-ce que là, il n'est pas en train quand même d'annoncer un retour à une forme d'austérité ? Là, il est, en tout cas, rappelez-vous, quand il s'était fait élire sur... 2 aspects, c'est je vais libérer et je vais protéger. Il a très peu, et je suis quelqu'un qui veut réformer, donc sur une volonté réformatrice. Rappelons-nous que c'est sur ce sujet-là quand même qu'il a été élu. En tout cas, que les Français ont répondu à cette proposition de réformatrice. Il n'a pas pu réformer. Et finalement, il n'a plus faire que le 2e volet de son action qui était protéger. Et là, pour le coup, il a pu protéger à presque 80% les Français, notamment économiquement. Donc, c'est un Emmanuel Macron frustré.
Oui, qui marche sur une jambe aujourd'hui. Oui, sur sa volonté réformatrice, il est empêché. Donc, il reprend... D'autant qu'il avait pris tout le coup de l'impopularité sur l'âge pivot, notamment, avec ses séries de grèves. Il était sur le point de mettre en œuvre sa réforme. Et ça, c'est une prise de risque. Rappelez-vous Mitterrand, lorsqu'il dit qu'il arrêtera la peine de mort. Enfin, il est quand même élu. Oui. Donc, il y a des risques, parfois, il faut... Vous pensez qu'il va porter ce projet, il va l'assumer pendant la campagne, il va être le candidat de l'austérité? Non, il ne dit pas de l'austérité. Il dit qu'on est en train de claquer 170 milliards, qu'on va en rajouter 19 pour ci, 40 pour ça, 27 pour ça. J'arrive même pas à faire le compte. Là. Je ne sais plus si on a dépassé les 250. Donc, non, il parle à son électorat. Moi, je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'il a besoin des 20, 21, 22, 23% du premier tour pour être ensuite le candidat qui va rassembler autour de lui, soit par rapport aux vieux passéistes LR, soit, je n'ose pas imaginer une autre option. Donc je pense quand même que pour son électorat centriste, relativement droitier, libéral sur le plan économique, pro-énergie nucléaire, pro-libéralisation... Il y a aussi l'annonce de la relance de la construction des réacteurs. Pour son électorat qui fait de lui le candidat en tête au premier tour. Et je pense que ça, c'est la base de la base. Il achève sa mue libérale. Aujourd'hui, c'est le candidat du centre-droit, clairement, Emmanuel Macron. Il a toujours été. Il l'a toujours été. En 2017, et il a toujours une forme d'attraction sur la social-démocratie. La droite de la social-démocratie, parce que la social-démocratie n'arrive pas à générer un candidat qui rassemble, qui parle, etc. On peut en parler aussi des difficultés d'Anne Hidalgo ou de la division fratricide entre écologistes modérés et sociodémocrates. Et la deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un qui aime bien le risque. Quand on lit les choses sur lui, quand on lit ses biographies, etc., le risque, ça lui plaît, ça lui parle, ça l'excite, j'irais peut-être jusqu'à dire ça. Et d'ailleurs, la différence de ton un peu solennelle entre je suis président, mais en même temps, je vous dis que sur les retraites, je ne lâcherai pas les 3 points qu'on faille foutre le feu au pays. Sur l'assurance chômage, vous allez tous râler, on va quand même la faire. Tout ça, c'est quand même assez... C'est assez rude comme approche, mais je pense encore une fois qu'il parle à des gens dont il a besoin du soutien. Et surtout, par rapport à quand même le vide un peu intersidéral des autres, là, il y a du contenu. Les autres, à part Zemmour, encore une fois, vous parliez de récit, Roselyne, mais Zemmour, c'est le contre-récit. Mais oui, c'est ce que je dis. D'ailleurs, c'est votre une qui est tout à fait juste. Zemmour déroule aussi un récit. C'est Pétain contre Joséphine Baker. Celle d'avant la débâcle de la guerre, celle d'avant la débâcle de la décolonisation. Donc, et vu de l'extérieur, c'est quand même 2 France totalement antinomiques, incompréhensibles, etc. Et la perception quand même de l'extérieur, c'est que c'est plutôt la France racie, inquiète, fermée, raciste, j'utilise le mot parce qu'on l'utilise à l'extérieur, zémouriste, lepéniste, les visas, c'est cette France-là qui sort. C'est pas le discours sur l'universalisme et le siècle des Lumières. Merci. Ça, c'est la réponse à Zemmour, l'universalisme. Merci de Zemmour. On attendait peut-être une déclaration de candidature qui n'intervient toujours pas. D'ailleurs, merci. Merci Ziad Limam, merci Roselyne Febvre. Voilà ce qu'on peut dire de cette 9e allocution d'Emmanuel Macron, dont on retiendra peut-être que c'est aussi peut-être la première de la pré-campagne présidentielle de 2022. Ça reste à voir. Merci encore à vous deux. On va plus loin.